Chouette, chapitre 12. Roy était épuisé. Il lui semblait que ça faisait un siècle que Dana Matterson avait voulu l'étrangler dans le local du concierge, mais ça s'était passé pas plus tard que cet après-midi. Merci, maintenant on est quitte, lui dit Béatrice Lip. Peut-être, fit Roy. Il patientait aux urgences du centre médical de Coconut Cove, qui tenait plus d'une grande clinique que d'un hôpital. C'était là qu'ils avaient amené le demi-frère de Béatrice, après l'avoir porté sur près de 1 kilomètre, chacun d'eux lui soutenant une épaule. Ça va aller, fit Roy. Un instant, il crut que Béatrice allait pleurer. Il se pencha et lui pressa la main qui était nettement plus grande que la sienne. Il est solide, ce morpion, fit Béatrice en reniflant. Il s'en tirera. Une femme en blouse bleu layette, armée d'un stéthoscope, s'approcha d'eux. Elle se présenta comme le docteur Gonzalez. Dites-moi exactement ce qui est arrivé à Roy, leur fit-elle. Béatrice et le vrai Roy échangèrent un regard anxieux. Le demi-frère de la fillette leur avait interdit de donner son nom à l'hôpital, de peur qu'on avertisse sa mère. Le garçon était devenu si agité que Roy n'avait pas discuté. Quand, à l'accueil des urgences, on réclama à Béatrice le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de son demi-frère, Roy s'était avancé et avait donné spontanément les siens. Ça lui avait paru le moyen le plus rapide de faire admettre Doigt de Mulet à l'hôpital. Roy savait qu'il se fourrait dans le pétrin. Béatrice Lip le savait aussi. C'est pour ça qu'elle l'avait remercié. Mon frère s'est fait mordre par un chien, dit-elle au docteur Gonzalez. Plusieurs chiens, précisa Roy. Quelle race de chien demanda le médecin. Des gros. Comment est-ce arrivé? Ici, Roy laissa Béatrice prendre le relais et raconter l'histoire puisqu'elle avait davantage l'habitude de baratiner les adultes. Ils l'ont chopé à l'entraînement de foot, fit-elle. Il est revenu en courant à la maison, tout mâchouillé. Alors, on l'a amené ici le plus vite qu'on a pu. Fit le docteur Gonzalez en tiquant légèrement. Quoi, vous ne me croyez pas? L'indignation de Béatrice avait l'air authentique. Roy en fut impressionné. Mais le docteur Gonzalez n'était pas non plus né de la dernière pluie. Oh, si, je crois que des chiens ont attaqué votre demi-frère, fit-elle. En revanche, je ne crois pas que ce soit arrivé aujourd'hui. Béatrice se raidit. Roy savait qu'il devait inventer quelque chose vite fait. Les blessures de son bras ne sont pas récentes, expliqua le docteur Gonzalez. À en juger par les progrès de l'infection, j'estime qu'il a été mordu il y a environ 18 à 24 heures. Béatrice avait l'air dépassée. Roy n'attendit pas qu'elle se ressaisisse. Ouais, 18 heures, ça m'a l'air d'être ça, dit-il à la doctoresse. Je ne comprends pas. Vous voyez, il s'est évanoui après avoir été mordu, dit Roy. Il n'a repris conscience que le lendemain, et c'est là qu'il est entré en courant à la maison. Alors Béatrice m'a appelé et m'a demandé si je pouvais l'aider à l'emmener à l'hôpital. Le docteur Gonzalez fixa Roy d'un air sévère, bien qu'il eût un soupçon d'amusement dans sa voix. Quel est votre nom, mon garçon? Roy eut la gorge serrée. Elle l'avait pris au dépourvu. Tex, répondit-il faiblement. Béatrice le poussa du coude, comme pour lui dire « T'aurais pas pu trouver mieux ?» Le médecin croisa les bras. « Bon, Tex, résumons-nous. Votre ami Roy se fait attaquer sur le terrain de foot par plusieurs molosses. Personne ne lui porte secours, il reste inconscient toute la nuit et une bonne partie du lendemain. Tout à coup, il se réveille et revient au trot chez lui. Je me trompe? Non. Roy baissa la tête. Il était un piètre menteur et il le savait. Le docteur Gonzalez tourna son attention glaciale vers Béatrice. Pourquoi était-ce à vous d'accompagner votre demi-frère ici? Où sont vos parents? Au travail, répondit Béatrice. Ne les avez-vous pas appelés pour leur dire qu'il y avait une urgence? Ils sont pêcheurs de crabes, sans téléphone sur le bateau. Pas mal, se dit Roy. La doctoresse pourtant ne marcha pas. C'est difficile à comprendre, dit-elle à Béatrice. Comment votre demi-frère a-t-il pu disparaître si longtemps sans que personne dans la famille ne s'inquiète ni ne prévienne la police? Il fait parfois des fugues, dit Béatrice tranquillement, et on ne le revoit plus pendant un certain temps. C'était la réponse la plus proche de la vérité qu'elle ait donnée, et, ironiquement, ce fut celle qui fit que le docteur Gonzalez n'insista plus. « Je vais examiner Roy maintenant, leur dit-elle. Pendant ce temps, vous aurez peut-être envie de peaufiner votre histoire tous les deux. Comment il va au fait? Demanda Béatrice. Mieux. On a fait une piqûre de sérum antitétanique et maintenant on le bourre d'antibiotiques et d'analgésiques. C'est costaud comme traitement. Aussi, il est un peu vaseux. On peut le voir? Pas tout de suite. À peine le médecin parti, Roy et Béatrice se précipitèrent à l'extérieur où il était moins risqué de parler. Roy s'assit sur les marches du service des urgences. Béatrice resta debout. Ça marchera pas, cowgirl. Une fois qu'ils s'apercevront qu'il est patois, il y a comme un problème, approuva Roy. L'euphémisme de l'année, songea-t-il. Et si Lona entend parler de ça, tu sais qu'il va finir en éducation surveillée, fit Béatrice maussade.
jusqu'à ce qu'elle déniche une nouvelle école militaire, probablement un endroit loin d'ici, comme Guam, d'où il ne pourra pas s'enfuir. Si Roy ne comprenait pas comment une mère pouvait rayer son propre enfant de sa vie, il savait que des choses tragiques comme ça arrivaient. Il avait entendu parler de pères qui agissaient pareil. C'était déprimant d'y penser. On va trouver quelque chose, promit-il à Béatrice. Tu sais quoi, Tex? T'es ok. Elle lui pinça la joue et bondit en bas des marches. Hé, où tu vas? Lui cria-t-il. Préparer le dîner pour mon père, comme chaque soir. Tu rigoles, hein? Tu vas pas me laisser tout seul ici? Excuse, fit Béatrice. Papa va flipper si je me pointe pas. Il ne peut pas se faire griller du pain sans se brûler les doigts. Lona pourrait pas lui faire à dîner pour une fois? Non, elle tient le bar à Elk Lodge. De la main, Béatrice fit un signe bref de revoir à Roy. Je reviens dès que je peux. Les laisse pas opérer mon frère ni rien. Attends! Roy sauta sur ses pieds. Dis-moi son véritable nom, c'est le moins que tu puisses faire, après tout ce qui s'est passé. Désolée, Cogirl, je peux pas. Je lui ai promis sur ma tête, il y a très longtemps. S'il te plaît. Si tu veux le savoir, fit Béatrice, il te le dira lui-même. Puis elle s'enfuit, et le bruit de ses pas disparut dans la nuit. Roy revint aux urgences en traînant les pieds. Il savait que sa mère allait s'inquiéter. Aussi demanda-t-il à la personne de l'accueil s'il pouvait se servir du téléphone. Ça sonna une demi-douzaine de fois à l'autre bout de la ligne avant que le répondeur des Eberhardt ne se déclenche. Roy laissa un message disant qu'il rentrerait dès que Béatrice et lui auraient fini de nettoyer la pagaille suite à leur expérience de science. Seul dans la salle d'attente, Roy piocha dans une pile de magazines où il trouva un numéro de La vie en plein air avec un article sur la pêche à la truite saumonée dans les montagnes rocheuses. Le meilleur du reportage, c'étaient les photos. Les pêcheurs pataugeant jusqu'aux genoux dans des rivières bleues bordées de grands peupliers de Virginie, des pics de montagnes enneigées, visibles dans le lointain. La nostalgie du Montana envahissait Roy quand il entendit une sirène approcher à l'extérieur. Il décida que c'était un excellent moment pour se mettre en quête d'un distributeur de coca, même s'il n'avait que 2 pièces de 10 cents en poche. À vrai dire, Roy n'avait pas envie de se trouver là pour voir ce que cachait cette sirène. Il n'était pas prêt à voir amener un blessé grave sur une civière, peut-être même sur le point de mourir. D'autres ados auraient pu se montrer curieux de ces trucs, gore, mais pas Roy. Une fois, il avait 7 ans et sa famille vivait près de Milwaukee. Un chasseur saoul avait emplafonné un vieux boulot en motoneige. L'accident eut lieu à une centaine de mètres d'une pente où Roy faisait de la luge avec son père. Mr. Eberhardt avait remonté la colline pour tenter d'apporter son aide, suivi de Roy, suant et soufflant. Quand ils atteignirent l'arbre, ils s'aperçurent qu'il n'y avait plus rien à faire. Le mort baignait dans son sang, démantibulé comme un pantin, un G.I. Joe cassé. Roy sut qu'il n'oublierait jamais ce qu'il voyait là, et il n'avait aucune envie de revoir un jour la même chose. Par conséquent, il n'avait pas l'intention de traîner dans la salle d'attente à l'arrivée d'une nouvelle urgence. Il s'esquiva par une porte latérale et rôda dans l'hôpital un bon quart d'heure jusqu'à ce qu'une infirmière l'intercepte. Je crois que je me suis perdu, lui dit Roy, faisant de son mieux pour paraître déboussolé. Ah, ça, complètement. L'infirmière le guida par un couloir de service jusqu'à la salle des urgences où, à son grand soulagement, Roy ne trouva ni chaos ni carnage. L'endroit était aussi tranquille qu'il l'avait laissé. Troublé, Roy alla à la fenêtre et regarda dehors. Il n'y avait pas d'ambulance devant l'entrée, rien qu'une voiture de police de Coconut Cove. Peut-être que ce n'était rien, se dit-il, et il se replongea dans son magazine. Peu après, Roy entendit des voix derrière les portes à double battant qui menaient au service où l'on avait soigné Doigt de Mulet. Une discussion animée s'y déroulait et Roy tendit l'oreille pour distinguer ce que l'on disait. Une voix en particulier dominait les autres et Roy fut affligé de la reconnaître. Il resta assis à sa place, malheureux et nerveux, tâchant de décider quoi faire ensuite. Puis, en entendant une autre voix familière, il sut qu'il n'avait plus le choix. Il s'avança vers les portes à double battant et les ouvrit d'une poussée. Mens, pas, s'écria-t-il, je suis là. L'agent de Linco avait insisté pour conduire les Eberhardt à l'hôpital. C'était la chose convenable à faire et aussi une occasion de première de marquer des points auprès du père de Roy. Le policier espérait que le fils de Mr. Eberhardt n'était pas impliqué dans les méfaits continuels commis sur le site de la future crêperie. Quelle situation épineuse ce serait! Pendant le trajet vers l'hôpital, les parents de Roy, assis à l'arrière, parlèrent tranquillement entre eux. La mère du garçon disait qu'elle n'arrivait pas à imaginer comment il avait pu se faire mordre par un chien alors qu'il travaillait à une expérience de science. Peut-être que ça a un rapport avec toute cette viande hachée, spécula-t-elle. De la viande hachée? Fit le père de Roy.
Quel genre d'expérience nécessite du hamburger? Dans le rétroviseur, l'agent de Linko aperçut Mr. Eberhart passer un bras autour des épaules de sa femme. Elle avait les yeux humides et se mordait la lèvre. Mr. Eberhart avait l'air aussi remonté qu'un ressort de pendule. En arrivant aux urgences, le préposé à l'accueil leur déclara que Roy dormait et qu'on pouvait le déranger. Qu'on ne pouvait le déranger. Les Eberhart tentèrent de le raisonner, mais l'homme ne voulut rien entendre. Nous sommes ses parents, dit Mr. Eberhart, sans élever la voix, et nous avons l'intention de le voir immédiatement. Ne m'obligez pas à appeler mon chef, monsieur. Appelez le magicien d'Oz si ça vous chante, dit Mr. Eberhart, nous entrons. L'employé suivit les parents de Roy quand ils franchirent les portes battantes. Vous ne pouvez pas faire ça, objectait-il, se faufilant devant eux et leur barrant le couloir menant à la salle commune. L'agent de Linko s'avança, supposant que la vue d'un uniforme de police amadourait l'individu. Il se trompait lourdement. Toute visite est absolument interdite. C'est inscrit ici, de la main même du médecin. L'employé agita avec solennité une planchette. J'ai bien peur que vous ne deviez retourner en salle d'attente. Vous compris, monsieur l'agent. L'agent de Linko fit machine arrière. Pas les Eberhart. Écoutez, notre fils est hospitalisé, rappela la mère de Roy au préposé. C'est vous qui nous avez appelés. Vous avez oublié en nous demandant de venir. Oui, et vous pourrez voir Roy dès que la doctoresse le permettra. Alors bipez-la, tout de suite. Si la voix de Mr. Eberhart demeurait égale, son ton avait changé. Décrochez et composez son numéro. Si vous avez oublié comment on fait, on sera heureux de vous montrer. La doctoresse fait une pause. Elle sera de retour dans 25 minutes, dit le préposé avec brusquerie. Alors, elle nous rejoindra directement pendant qu'on rend visite à notre fils blessé, conclut Mr. Eberhart. Maintenant, si vous ne me débarrassez pas le plancher, je vous expédie à Chokolowski d'un coup de pied dans les fesses, compris? Le préposé blêmit. Je vous signalerai à mon chef. C'est une chouette idée. Mr. Eberhart passa outre et enfila le couloir, guidant sa femme par le coude. Arrêtez-vous tout de suite, aboya fermement une voix de femme derrière eux. Les Eberhart, stoppés dans leur élan, se retournèrent. Une femme en blouse bleue layette et stéthoscope émergeait d'une porte où on lisait « Réservé au personnel ». Je suis le docteur Gonzalez. Où allez-vous comme ça? Voir notre fils, répondit Mrs. Eberhart. J'ai essayé de les en empêcher, intervint le préposé d'une voix flûtée. Vous êtes les parents de Roy? Demanda la doctoresse au Eberhart. Oui. Le père de Roy remarqua que le docteur Gonzalez les détaillait avec une étrange curiosité. Excusez-moi si c'est hors de propos, dit-elle, mais vous n'avez pas l'air de travailler sur un bateau de pêche au crabe, c'est certain. De quoi parlez-vous, bon sang? Fit la mère de Roy. Est-ce que tout le monde est complètement zinzin dans cet hôpital? Il doit y avoir une erreur, intervint l'agent de Linko. Mr. Eberhart est agent fédéral de la force publique. Le docteur Gonzalez soupira. Nous éluciderons ça plus tard. Venez, allons jeter un coup d'œil à votre fils. La salle des urgences avait 6 lits pour les patients, dont 5 étaient inoccupés. Le 6e était séparé des autres par un rideau blanc qui était tiré tout autour. On l'a mis sous perfusion d'antibiotiques et il va plutôt bien, fit le docteur Gonzalez à voix basse. Mais, à moins que l'on ne retrouve ses chiens, il faudra lui faire une série de piqûres antirabiques, et ce ne sera pas une partie de plaisir. Les Eberhart, se tenant par le bras, s'approchèrent du lit clos. L'agent de Linko se tenait derrière eux, se demandant de quelle couleur était le t-shirt que portait Roy. Dans sa poche, le policier gardait le morceau de tissu vert vif, resté accroché à la clôture du maman Paula. Ne soyez pas surpris qu'il dorme, chuchota la doctoresse, écartant doucement le rideau. Pendant un moment, personne ne put pas mot. Les 4 adultes se tenaient là, le visage inexpressif, à fixer le lit vide. Sur un pied métallique, une poche plastique contenait un liquide couleur gingembre. La perfusion, débranchée, pendouillait jusqu'au sol. Mrs. Eberhart finit par dire suffoquée « Où est Roy ?» Le docteur Gonzalez battit l'air de ses bras en signe d'impuissance. « Je viens, vraiment, je ne sais pas. »« Vous ne savez pas ?» explosa Mr. Eberhart. « Vous laissez un garçon blessé dans ce lit, et l'instant d'après, il a disparu. » L'agent de Linko s'interposa entre Mr. Eberhart et la doctoresse. Le policier redoutait que le père de Roy, sous le coup de l'énervement, ne fasse quelque chose qu'il pourrait regretter ensuite. « Où est notre fils ?» redemanda Mrs. Eberhart. La doctoresse sonna une infirmière et se mit à fouiller comme une folle la salle des urgences. « C'était le seul patient présent, » disait avec colère Mr. Eberhart. « Comment avez-vous pu perdre le seul et unique patient que vous ayez? Que s'est-il passé? Est-ce que des extraterrestres l'ont enlevé d'un coup de rayon dans leur vaisseau spatial pendant votre pause café? Roy, où es-tu?
cria Mrs. Eberhard. Le docteur Gonzalez et elle se mirent à regarder sous les 5 autres lits de la salle. L'agent de Linco dégaina sa radio portable en disant « J'appelle du renfort !» Là-dessus, les portes à double battant, menant à la salle d'attente, s'ouvrirent à la volée. « Mens pas, je suis là !» Les Eberhard faillirent étouffer leur fils sous leurs embrassades. « Petit diable !» pouffa l'agent de Linco en regainant sa radio. Il était ravi de voir que Roy ne portait pas de t-shirt vert déchiré. Oh là fit le docteur Gonzalez en tapant dans ses mains sèchement. 1 minute, tout le monde. Les Eberhard relevèrent la tête, interloqués. La doctoresse ne semblait pas super enchantée d'avoir retrouvé son patient. C'est lui, Roy demanda-t-elle, braquant un doigt sur leur fils. Bien sûr que c'est lui. Qui d'autre serait-il? Mrs. Eberhard lui embrassa le sommet du crâne. Mon chéri, tu te recouches dans ce lit d'hôpital tout de suite. Pas si vite, fit Mr. Eberhard. Je ne sais pas très bien ce qui se passe ici, mais j'ai l'impression que l'on doit des excuses à madame la doctoresse. 1000 excuses, probablement. Il posa les mains sur les épaules de Roy. Voyons un peu ces morsures, collègue. Roy baissa les yeux. J'ai pas été mordu, c'était pas moi. Mrs. Eberhard gémit. Ok, maintenant je vois. C'est moi la folle, hein? C'est moi la siphonnée de service. S'il vous plaît, veuillez m'excuser, mais il reste toujours un gros problème, fit le docteur Gonzalez. Il reste que mon patient a disparu. L'agent de Linco était totalement dépassé. Une fois encore, il tendit la main vers sa radio, dans l'intention d'appeler le commissariat. Avant que mon cerveau n'explose, dit Mrs. Eberhard, quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer ce qui se passe? Une seule personne ici peut le faire. Mr. Eberhard désigna Roy qui eut soudain envie de ramper dans un trou et de s'y cacher. Son père le tourna face au docteur Gonzalez. Alors, Tex, dit-elle, en haussant le sourcil. Roy se mit à rougir. Je regrette vraiment. C'est un hôpital ici, pas un terrain de jeu. Je le sais, je m'en excuse. Si vous êtes le vrai Roy, dit le médecin, alors qui était le jeune homme alité et où est-il allé? Je veux la vérité. Roy fixa le bout de ses baskets. Il ne s'en souvenait pas d'un autre jour dans sa vie où tant de choses avaient si mal tourné. Fiston, dit son père, réponds à la doctoresse. Sa mère lui pressa le bras. Allons, mon chéri, c'est important. Tu peux être sûr qu'on le retrouvera. Renchérit l'agent de Linco, tôt ou tard. L'air désolé, Roy releva les yeux pour s'adresser aux adultes. Je ne connais pas le nom de ce garçon et je ne sais pas où il est, leur dit-il. Je regrette, mais c'est la vérité vraie. Et, strictement parlant, ça l'était.